Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Le week-end approche à grands pas. Est-ce que nous allons pouvoir profiter du soleil? On fait le point avec Sandrine sur la météo de demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, on terminera la semaine sous le soleil. De belles éclaircies seront présentes tout au long de la journée et les températures remontent encore. Les minimales tourneront autour des 19 à 22 degrés et les maximales atteindront à nouveau les 33 degrés. Demain ce sera la journée des Christophe. Le soleil nous accompagnera de 6h33 à 20h35. Passez une excellente journée en notre compagnie et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. On continue notre émission avec les actualités du jour. Regardez. Se remettre en selle avant la saison de la chasse, s'immerger dans des situations bien particulières ou encore s'initier au tir, l'utilisation d'un simulateur peut s'avérer bien utile. Ce dispositif ne fait pas partie de la formation pour devenir chasseur, il s'agit seulement d'un complément. Un jeune chasseur qui passe son permis la première année, on lui délivre son permis de chasser parce qu'il a bien réussi son examen, tout ce qui est partie sécurité. Après, ça ne veut pas dire qu'il sait forcément tirer. Donc ici, on lui apprend à tirer correctement tout en gardant l'aspect sécurité et pouvoir tirer des animaux correctement, proprement. Ouvert depuis décembre 2019 à Morhange, Terre de chasse voit passer des profils bien différents. Des jeunes chasseurs par l'âge ou par l'acquisition du permis. Et on a des anciens chasseurs aussi, ceux qui sont arrêtés de chasser, ils se disent moi je ne peux pas chasser sans avoir un minimum d'entraînement. Même s'ils sont un petit peu âgés, ils viennent quand même ici pour remettre un petit peu leur carabine à l'épaule et retravailler tout ce qui est aussi sécurité et puis leur visée avant d'aller sur le terrain en fait. Après une séance, les chasseurs confirmés ou débutants repartent avec un bagage technique plus étoffé. Posture, visée, type de cible, tout est analysé et décrypté par Florian. De quoi s'améliorer, donner plus d'assurance, réduire le nombre de balles utilisées par cible, mais aussi limiter les accidents. Car le maître mot est bien sécurité. Pas tirer dans n'importe quelle direction, pas tirer vers des gens, pas tirer vers des animaux qui ne sont pas chassables ou qu'on ne sait pas ce que c'est, pas tirer vers des routes, vers des voitures ou des promeneurs, etc. On leur donne vraiment tout ce qui est sécurité sur tout ce qui peut nous entourer autour de la chasse en période de chasse. Et pouvoir leur dire aussi, si vous n'êtes pas sûr, on ne tire pas, on ne vise pas si on n'est pas sûr de ce qu'on va faire par la suite. Côté matériel, rien de plus simple. Un logiciel de simulation pour choisir le lieu, l'animal et ses munitions, et une caméra fixée sur le canon de la carabine. Et quand on va appuyer après sur la queue de détente, ça va libérer le percuteur et ça va faire vibrer le canon, qui va faire vibrer la caméra et en direction de la scène, on va voir où on tire en fait. Les participants sont d'ailleurs invités à utiliser leur arme pour plus d'aisance. À terme, Terre de chasse devrait déménager dans un nouveau local au cœur du centre de formation de chasse de Morhange. Pour apprécier le travail de ces graffeurs sur le site de Frescati, il faut prendre un peu de hauteur. Sur ce mur d'une ancienne casemate, l'artiste Yellow nous fait découvrir les premières esquisses de son robot japonais géant, issu d'un film d'animation des années 70, Gundam. C'est un robot iconique au Japon. Il est tout autant iconique au Japon que Johnny Hallyday en France. Une œuvre monumentale que Yellow réalise avec deux autres graffeurs. Originaire de Tarbes, l'artiste a été sollicité par l'association Une Face de Style, qui sensibilise le public à l'art urbain. S'il a déjà participé au premier festival à Argancy en 2017, c'est la première fois qu'il graffe sur un tel site. Des festivals de graffiti et de street art, j'en ai fait plein. J'en ai fait un peu partout dans le monde, j'ai cette chance-là. Celui-là, il est atypique par rapport à la taille, imposante, et puis les peintures qui le sont également, tu sais. Elles font toujours au moins 5-6 mètres de haut, quoi, minimum. Des friches, ça existe, à Toulouse, à Paris, à Berlin, mais c'est pas une taille aussi imposante, quoi. Là, c'est vraiment... c'est une ville, quoi, c'est assez fou.
Une œuvre qui vient s'ajouter aux 16 autres déjà présentes sur ces friches militaires depuis 2019. Le site déserté par l'armée appartient désormais à Metz Métropole qui souhaite le revaloriser ces prochaines années. On leur a proposé cette initiative d'utiliser des bâtiments qui sont voués à destruction afin donc de les valoriser et d'aider aussi à la transition du site, puisque ce qui est très important, c'est aussi de savoir que ce fameux plateau se transforme et vraiment sur les 5 prochaines années, il va vraiment y avoir un énorme changement sur le site. Et pour accompagner ça, dans le cadre de ce qu'on appelle des projets de transition urbaine, donc on amène de l'artistique pour accompagner toutes les modifications du site. David Sonner a également été choisi pour alimenter ce parcours de fresques. Graffeur depuis une trentaine d'années, il a été l'un des premiers de la grande région et il a vu son art évoluer, lui qui a longtemps été considéré comme une sous-culture. Il n'y a jamais assez, mais effectivement, ça se démocratise. Quand on fait le parallèle entre les débuts des années 90 et aujourd'hui, c'est carrément le jour et la nuit. Je pense même que le fait d'aller peindre dans la rue, aujourd'hui, même si on n'a pas l'autorisation, peut peut-être mieux passer qu'il y a une vingtaine d'années en tout cas. Le street art, un mode d'expression artistique plus populaire et qui séduit désormais les municipalités. Mais ne vous y attachez pas trop, ces œuvres ici sont éphémères. Les bâtiments sont tous voués à la destruction. Seule opportunité pour le public de profiter de ce dédale de graffiti lors des Journées du patrimoine le 19 septembre prochain. Nous sommes en vacances de cheval et de chevaux. De cheval, de chevaux. Et aussi pour le concours. Voilà, vacances. Et puis on avait envie de rencontrer du monde et de pouvoir profiter. Donc c'est merveilleux. C'est un rendez-vous particulièrement festif et toujours très attendu dans la saison de l'hippodrome de Vittel. Le 15 août est son traditionnel concours de chapeaux féminins. Cette année encore, beaucoup se sont pris au jeu et ont rivalisé de créativité pour se démarquer. Vous avez même à manger sous la main. Ah oui, on verra bien, je le fais tous les ans aussi, ça fait la 4e fois. Mais oui, parce que moi je viens tous les week-ends au champ de course. Je ne suis pas les courses hippiques, par contre j'adore organiser mon chapeau l'hiver à Montpellier. Je le fais avec une amie qui est modiste et ça nous fait plaisir à toutes les deux. Je suis une personne qui adore faire de la couture, beaucoup de choses. Ce chapeau, je l'ai créé en mémoire de ma fille, pour ma fille. Le masque est coordonné avec le chapeau, bien sûr. Le masque, je l'ai fait vite, fait hier soir, parce qu'effectivement, il me fallait un masque rose et j'en ai pas. J'ai toutes les couleurs, sauf du rose, alors donc voilà. Beaucoup de chapeaux donc et de monde tout court ce week-end à Vittel pour 2 jours de course. Si la saison avait débuté à huis clos le 5 juillet, l'hippodrome avait pu retrouver son public dès le week-end suivant et l'été s'annonce plutôt correct. Depuis le début de saison, ça se passe bien. On a quand même une très bonne affluence. Alors c'est vrai aussi que nous, c'est une activité d'extérieur, donc le risque reste assez limité. On est déjà très content de pouvoir ouvrir l'hippodrome parce que beaucoup d'activités ont été interdites ou reportées. Et les choses se passent bien avec le public parce qu'avant tout, on fait ça, c'est pour qu'il y ait du monde et qu'il y ait du public. Rappelons que la Société des courses de Vittel, créée en 1904, est une association depuis 1972. Elle fonctionne donc avec des bénévoles et toujours à la recherche de bonne volonté pour continuer de faire vivre l'hippodrome thermal. Encore 2 rendez-vous avant la fin de la saison, les dimanches 23 et 30 août. Cet été, partez en famille à la découverte du parc Explore Vindel. Suivez la trace du mineur et son quotidien dans le musée Les Mineurs Vindel. Traversez les galeries de charbon de la mine grandeur nature. Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 18h. Réservation obligatoire par téléphone, mail ou sur www.parc-explore.com. Cet été chez AVS Santé, retrouvez nos dispositifs de protection et de prévention sanitaire, ainsi que notre matériel médical pour particuliers et professionnels. Produits d'hygiène, de bien-être, d'aménagement et de maintien à domicile sont livrés et installés chez vous à des prix imbattables. Notre équipe est là pour vous conseiller selon vos besoins. Prenez rendez-vous en magasin ou par téléphone. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vous êtes salarié? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines, c'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous.
Un monument cher aux habitants de Grünwiller. Voici l'un des plus majestueux calvaires de Lorraine. C'est aussi le plus vieux résident de la commune. Cet imposant monument daterait de 1515. On y retrouve le Christ sur la croix, à ses côtés Marie, sa mère, et l'apôtre Jean. À ses pieds, Marie-Madeleine. La partie basse présente l'histoire de la Passion du Christ en 8 panneaux sculptés, 6 sur le devant et 2 sur les côtés. Un médaillon vide surmonté d'une couronne repose sur une tête de mort. Il symbolise les 2 extrémités de la variété humaine. À l'arrière, on découvre le Christ au tombeau. Le calvaire est d'abord intéressant pour son caractère unique dans la région, mais son histoire aussi est singulière. Au départ, il était installé près du cimetière du village, à côté de la chapelle Sainte-Anne, chapelle qui fut détruite en 1872 pour donner naissance plus près du centre du village à l'église Sainte-Anne que l'on connaît aujourd'hui. Le calvaire est ainsi resté un peu orphelin pendant de nombreuses années. En 1939, Grünwiller se trouvant à l'avant du dispositif d'inondation défensive de la ligne Maginot, le village est évacué. Les habitants, soucieux de préserver leur patrimoine et craignant que les futurs combats aient raison de leur cher calvaire, ils le font démonter et l'envoient à l'abri à Cognac. La France ayant capitulé en 1940, les villageois reviennent à Grünwiller. Le calvaire fait le même voyage et on l'installe à côté de l'église Sainte-Anne dès 1941. Classé monument historique en 1985, le calvaire est restauré en 2013. Il fait partie des incontournables monuments à découvrir aux portes du Pays des Lacs. Rares sont les bâtiments publics d'un tel prestige. À Rémelfin, la mairie occupe le plus beau bâtiment du village, un château dont on ne voit aujourd'hui qu'une toute petite partie. Nous voici au point de départ d'une randonnée circulaire autour de Rémelfin. Ce village aurait été fondé vers 800. Au milieu du XVIIIe siècle, il appartenait à la famille Dausen, seigneur de Weidesheim. On doit la construction du premier château à Alexandre Dausen, qui s'y installa vers 1750. Seigneur de Rémelfin et entrepreneur, Alexandre Dausen tenta de monter à Rémelfin la première faïencerie du secteur, puis une raffinerie de sucre qui ne fonctionnera que 3 ans. Il existait donc déjà un château à cet endroit. L'industriel Édouard Genèse en devient propriétaire en 1891. C'est lui qui va le transformer et le moderniser. Édouard Genèse est le gendre d'Alexandre de Geiger, alors directeur des faïenceries de Sarreguemines. Il fonde en 1865 la manufacture de carrelage et pavage céramique Hutschneider et Édouard Genèse. Le 11 mai 1904, Édouard Genèse est anobli par Guillaume II, qui fera une visite à Rémelfin 1 an plus tard. Son train s'arrête en grande pompe aux portes du château. Le château passe en 1912 entre les mains de l'administration des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, qui le fait démolir en partie pour agrandir la voie de triage. Le 11 juin 1982, le conseil municipal de Rémelfin, soucieux de conserver le patrimoine du village, décide de l'acquérir. La mairie y est transférée en décembre 1996. Le château est aujourd'hui le cœur du village et le lieu de tous les rassemblements festifs. Visiter un cimetière comme celui de la montagne d'Albe, c'est parcourir l'histoire de la ville de Sarralbe. Autour de la chapelle de la montagne, les tombes du cimetière s'étagent sur les flancs de la butte. Toutes les grandes familles qui ont fait l'histoire de Sarralbe sont ici. Véritable parcours du souvenir, le cimetière est ponctué de sculptures et monuments funéraires remarquables, les plus anciens se trouvant au plus près de la chapelle. On retrouve aussi des calvaires faisant partie d'un itinéraire de découverte. On ne passera pas à côté des chapelles funéraires comme celle de Eugène Massin ou celle de la famille Reinert, transformée en columbarium.
Juste à côté, voici l'une des 2 statues de Saint Jean Népomucène, qui se trouvait à l'origine sur le pont qui enjambait la Sarre à l'entrée de Sarralbe. L'autre se retrouve aujourd'hui à l'entrée de la vieille ville. Et puis, il y a les militaires, comme Martin Herlé, héros des guerres de la Révolution. Natif de Sarralbe, il est chevalier de la Légion d'honneur. Un panneau permet d'en savoir plus sur ses faits d'armes. En 2017, la tombe a été restaurée et est régulièrement entretenue par l'Association du Souvenir français. Une tombe de soldats russes prisonniers de guerre assassinés par les nazis invite au souvenir. Enfin, un petit bout de Grande-Bretagne à Sarralbe. Le terrain de ce cimetière a été concédé gratuitement par la nation française comme lieu de sépulture perpétuelle des héros des armées alliées tombés pendant la Grande Guerre de 14-18. 89 aviateurs anglais sont enterrés ici. 2 d'entre eux n'ont pas été identifiés. Le cimetière de la montagne d'Albe, un véritable livre d'histoire à ciel ouvert. Monument insolite et intrigant, voici l'un des édifices les plus connus du pays de Bitche et pourtant celui qui suscite encore le plus d'interrogations. Classé monument historique depuis 1929, l'ossuaire de Schorbach, commune voisine de Bitche, n'a pas encore révélé tous ses secrets. Il a été édifié au XIIe siècle selon certains auteurs ou au XVe selon d'autres. Son architecture toutefois est semblable à celle du clocher de l'église qui lui est de 1150. Il est décoré de 11 arcades soutenues par 9 colonnettes, toutes différentes, et un pilier. On pense que l'exiguïté du cimetière autour de l'église forçait la population à déterrer ses morts après un certain laps de temps et à leur donner une seconde sépulture définitive dans une fosse protégée. On trouve ici plus de 100 mètres cubes d'ossements s'étalant sur une période allant du XIIe siècle à la Révolution française. La grille qui protège les ossements a été apposée en 1904 à l'initiative de la Société d'histoire et d'archéologie. Une autre hypothèse évoque la présence non loin de là d'un Freudenberg ou Montjoie, un lieu qui aurait abrité une relique importante. Il était d'usage chez les derniers mérovingiens de réunir plusieurs sépultures près des reliques d'un saint, le plus souvent au pied de l'église. On aurait donc affaire ici à l'un de ces martyriats. Les 2 têtes grimaçantes dans les voussures des arcades représentent sans doute des têtes de mort et appellent le pèlerin qui s'est arrêté au Montjoie. À une époque où la mort faisait pleinement partie de la vie de toute la communauté, les ouvertures en arcade permettaient à ceux qui passaient autrefois de voir les eaux entassées à l'intérieur et de méditer sur le sens de la vie et de la mort et prier pour le repos des âmes des trépassés. Vous êtes en vacances, mais vous manquez d'inspiration pour occuper vos journées. Notre magazine En vacances chez vous va peut-être vous donner des idées. Uranie s'est transformée en archéologue le temps d'une matinée. Elle est également partie en forêt pour une activité de géocaching. Et pour la nuit, direction une cabane dans les arbres. Partez à la découverte de l'Alsace bossue. Bonne balade, belle journée et à demain. Bonjour tout le monde, nous voici de retour sur les routes des vacances. On a posé nos bagages en Alsace bossue, donc dans le Bas-Rhin. Alors c'est à une trentaine de minutes de route de Sarreguemines et Bitche et pourtant on va être vraiment dépaysé, vous allez voir, on va vous en mettre plein la vue. Première étape, on est à Dellingen. Alors il faut savoir que beaucoup de fouilles archéologiques ont été faites ici, ce qui a démontré la présence des êtres humains dès le néolithique. Et donc pour notre première activité, qui va être assez originale, on va se tourner vers l'archéologie. Alors bien sûr, il n'y a pas que les
vestiges à voir sur ce site, dans cette commune. Il y a aussi un musée qui est vraiment super bien fait. On vous montre d'ailleurs les images. Alors Mégane, tout à l'heure on était au musée pour voir un petit peu le travail de l'archéologue, mais ici on est où? Alors du coup ici on se trouve en fait sur la villa du Gürtelbach, qui est une villa gallo-romaine avec, c'est une ferme si vous voulez pour l'époque actuelle, avec ici la partie dépendance, la partie du propriétaire où le propriétaire habitait avec sa famille, et en bas la partie où il y avait les serviteurs et les animaux, enfin c'était la partie dépendance. On a encore plusieurs autres bâtiments mais qui ne sont pas fouillés et c'est sur ce bâtiment qu'on va fouiller. Quand on arrive ici, on est dans une certaine atmosphère. Pour toi, pourquoi c'est particulier ici ? C'est une ambiance bien particulière. On ressent qu'il y avait une présence ici déjà, dès le néolithique, mais aussi, surtout, comme on peut le voir pour l'époque gallo-romaine, on a les camps archéologiques avec les enfants l'été et on fouille maintenant depuis plus d'une trentaine d'années et c'est vraiment prenant. Quand on arrive ici, je sais pas quand tu es arrivé, tu avais envie de prendre une truelle et de gratter peut-être la terre. Moi, c'est exactement. Même si c'est mon métier, c'est quelque chose c'est une passion. Et c'est ce que tu peux aussi partager avec les gens qui viennent ici. C'est ça. Et c'est ce qu'on va partager dans quelques instants. Exactement. Ouais. Super. Et du coup, le but c'est de gratter la terre et de suivre les différentes couches archéologiques. Donc on suit les différentes textures, on suit aussi le changement de couleur. Donc dès qu'on a un changement de couleur, un changement de texture au niveau de la terre, on a une autre couche archéologique. Et du coup, le but en fait, c'est bien sûr peut-être de trouver des choses. J'espère. Ou peut-être ne rien trouver, c'est au bonheur la chance parce que c'est vraiment la fouille en contexte réel. C'est pas une fouille en bac à sable comme on a sur la plupart des sites archéologiques. T'es archéologue d'un jour, comme moi, c'est mon métier de tous les jours, quoi. Eh j'ai hâte. Alors je te suis, tu me donnes les consignes au fur et à mesure alors. C'est une dent qui est cassée en fait. Un morceau de dent cassé. C'est une dent. Très certainement un bovidé, c'est assez important quoi. Une dent. Un fragment. Donc là, on est en train de nettoyer ce qu'on a pu trouver. On a surtout trouvé de la tuile parce que finalement, c'est ce qu'on trouve en premier quand on est en train de creuser un peu les premières couches. Donc ça donne vraiment envie d'aller un petit peu plus en profondeur. Donc là, c'est mes missions du jour, nettoyer et puis après inventorier avec Mégane. Et puis on se retrouve un petit peu après. Alors on a fait un crochet sur la route, on est au cœur de la forêt de Button. On voulait absolument voir un lieu incroyable, c'est la Heidenkirche qui se trouve juste derrière moi. Alors pour raconter un petit peu l'histoire de cet endroit, ça a été construit au XIVe siècle, en tout cas c'est à ce moment-là qu'on la date, et elle faisait partie du village de Birsbach, qui aujourd'hui a disparu parce que trop reculé pour accueillir une civilisation plus moderne. Alors il faut savoir que c'est des ruines qui ont été réhabilitées par une association en 1998 et des fouilles archéologiques ont été réalisées en 1911 ainsi qu'en 1950. D'ailleurs, un curé a fait reconstruire une partie des murs que vous pouvez voir, mais selon sa propre imagination. Donc je vous invite vraiment à faire des visites guidées avec l'office de tourisme parce que là, je vous ai donné que 10% des informations, il y a encore beaucoup de choses à dire. Et donc, c'est l'occasion de découvrir cet endroit historique et religieux.
Nous voici à Diedendorf où il y a un atelier avec une dame qui est là depuis 15 ans. Elle travaille le cuir. C'est des créations sur mesure notamment, donc il y a possibilité de trouver de jolies choses et des pièces uniques. Et il faut savoir qu'elle a 30 ans d'expérience dans le métier. Elle a notamment travaillé avec Hermès. On m'a dit que je pouvais trouver des pièces uniques ici. Je cherche un petit souvenir pour mes vacances. Donc apparemment c'est du sur-mesure, mais je vois qu'il y a une petite boutique juste derrière. Oui, c'est ça. Donc je peux vous proposer, je peux vous montrer un petit peu ce que j'ai là. Donc effectivement, je fais des pièces uniques sur les sacs à main, les portefeuilles, les porte-cartes, les porte-monnaies. Il y a même des petits bijoux, je vois. Oui, j'ai des bijoux ici, j'ai des petites bagues. Ah, c'est original. Donc ça demande pas mal de boulot malgré tout. Et petites coutures main pour tenir tout ça. J'ai des petits porte-clés. Des petits porte-clés ici, j'ai quelques bracelets. Ah, un bracelet, ça me dit bien. Ça y est, j'ai fait mon choix. Je vais vous prendre ce petit bracelet là, s'il vous plaît. D'accord, très bien, je vous l'emballe. Merci. Et puis là, on était dans cette petite boutique pour acheter le souvenir et il y a encore des choses à découvrir dans cette journée, notamment notre logement plutôt insolite et on va voir ça dans quelques instants. Quand on est enfant, on a des rêves un peu loufoques, un peu bizarres parfois, d'autres qui sont pas trop réalisables, mais vivre ne serait-ce qu'une nuit dans une cabane dans les arbres, ça c'est quelque chose qui peut se concrétiser, notamment là où on se trouve pour notre logement de ce soir. On va vous montrer les images, ça vaut le détour. Bonjour Alain, ça va? Bonjour Uranie. Oui, ça va. Belle journée en perspective. On m'a dit beaucoup de bien d'ici et je voulais voir de mes propres yeux à quoi ça ressemblait. Et quand je suis arrivée, j'ai ouvert grand comme ça et je me suis dit, il faut que je te pose la question. D'où ça t'est venu l'idée de faire une cabane dans les arbres? L'histoire, elle commence en 2009. Mon petit-fils avait 5 ans et demi, où il voulait une cabane. Et 3 ans après, voilà le résultat. La réalisation. Alors au départ, il n'y avait aucune idée de la louer ou quoi que ce soit. Donc c'est venu après ça. Ok, et donc une deuxième a été construite ensuite, qui va avec le lot, si on peut dire ça comme ça. Exactement, mais la deuxième est plus parce que je ne savais plus quoi faire, je m'ennuyais. et maintenant elle est terminée, donc j'ai d'autres projets en attente et voilà. Donc, ok, super. Et alors les gens qui viennent ici, quand ils repartent, ils te disent quoi? Ce que recherche, c'est ce que moi je recherchais un petit peu, c'est-à-dire la nature, être seul, et dans une cabane et vivre, enfin, comme on dit, c'est un rêve d'enfant, quoi. Ouais, c'est un rêve d'enfant. Bah peut-être que je vais le réaliser moi aussi alors. Oui. Je t'invite à visiter? Bah ouais, avec plaisir, je te suis. On y va. Alors on y va. J'ai trouvé un petit jeu pour les plus téméraires et vu que j'aime bien les défis, c'est parti! Et on se retrouve aujourd'hui après une bonne nuit de sommeil à Caisse-Castel toujours. On reste dans la commune pour tester une autre activité, le géocaching. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien je vous laisse le découvrir en images.
Alors le géocaching, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un loisir, un jeu où vous devez vous baser sur des points GPS à l'aide de votre téléphone. Vous téléchargez l'application géocaching tout simplement et puis dans le moteur de recherche, eh bien, vous tapez le lieu où vous êtes. De là, il y a une carte qui vous est proposée avec des points. Ces points, ce sont des objets ou alors des petites boîtes qui ont été disséminées un petit peu partout sur le site. Et l'objectif, eh bien, c'est de les retrouver. Une fois que vous avez trouvé un cache, n'hésitez pas à écrire votre nom sur le petit bout de papier qui se trouve à l'intérieur ou numériquement sur votre téléphone via l'application. Bon, moi je vais continuer sur ce petit circuit de 7 km et quelques. J'ai pas tout trouvé, hein. Je vais être honnête avec vous, il y en a, alors peut-être qu'ils ont disparu avec le temps, on ne sait pas, mais c'était plutôt difficile, mais c'est pas grave, je m'amuse comme une folle. Je fouille un peu partout et je vois pas le temps passer, donc j'ai envie de dire plutôt réussi cette activité. On va continuer et puis moi je vous dis à une prochaine destination et toujours en vacances chez vous.